Alors, je me présente, Grégory Vanet, je suis consultant chez Proxiad depuis de nombreuses années et je suis en mission chez Decathlon dans l'équipe API Management depuis un peu plus de 2 ans. Donc, le plan, je vais faire un rappel sur les API. Donc, il y a certainement beaucoup d'entre vous qui vont rien apprendre, qui vont déjà connaître, mais certains vont peut-être découvrir ce que c'est que les API. Donc, je m'adapte et je vais faire un rappel sur les API. Ensuite, on va voir le rôle de l'API Management. Et enfin, on fera une démo du portail API Management de Decathlon. Si ça fonctionne. Ça va fonctionner. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une API? Une API, c'est une interface. Donc, il faut imaginer une télécommande d'une télévision. C'est une interface pour aller piloter la télévision. Donc, on va allumer la télé, éteindre la télé, changer de chaîne. Donc, c'est une interface qui va interagir avec la télévision. J'aime bien cette définition du bas, là. L'API est au développeur ce que l'user interface est à l'utilisateur. Nous, en tant qu'utilisateur, sur une application mobile, on va interagir avec cette application mobile. On va cliquer et on va avoir des données. Le développeur, lui, pour faire cette application mobile, il va devoir interagir avec des API. Alors, plus précisément, on va parler de Web API. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une Web API? C'est une API qui passe à travers le réseau. Le mieux, c'est de trouver un exemple. Donc, mon objectif, c'était de répondre à cette question. Donne-moi la liste des restaurants dans un rayon de 100 mètres autour de Proxiad Nord. Donc, j'ai cherché une API qui pouvait répondre à ça. Je suis tombé sur Google Maps. Bizarre. Voilà. Donc, je suis tombé sur Google Maps. Donc, je suis allé voir l'API Google Maps. Je cherchais les places. Les places, c'est des endroits dans le sens Google Maps. J'ai utilisé le service Nearby Search. J'ai ajouté des paramètres qu'on appelle des query param, donc qui sont le premier, les coordonnées GPS de Proxiad Nord en longitude et latitude. Le deuxième, j'ai mis le rayon dans un rayon de 100 mètres. Et le troisième paramètre, c'est le type. J'ai recherché un type des restaurants. Donc là, cette requête, elle est assez lisible. Donc je recherche des places via l'API Google Maps à un endroit dans un rayon de 100 mètres de type restaurant. Et un dernier paramètre, c'est une clé. Et les clés, c'est ce qui m'identifie. Donc pour pouvoir dire c'est moi qui ai fait l'appel, j'ai dû aller sur le site de Google API, j'ai dû m'authentifier auprès de ce site, j'ai dû donner ma carte bleue, et en échange, ils m'ont donné une API key. Et comme ça, via cette API key, je peux utiliser l'API Google et avoir le résultat. Donc je vais vous l'exécuter, cette requête. Donc simplement, on la prend, on va sur un navigateur, on le colle, voilà. Et on va recevoir un format JSON, la liste des restaurants dans un rayon de 100 mètres. Si je recherche dedans sur le name, le nom, donc on va voir qu'il y a 10 restaurants dans un rayon de 100 mètres. Il y a le Napoléon. Si je fais suivant, il y a Crémonimi Restaurant. Voilà, donc il y en a une dizaine comme ça. Cette API me donne d'autres renseignements. Est-ce qu'actuellement c'est ouvert? Bah oui. Open now, c'est vrai. Ça va me donner sur un niveau, un indicateur de prix. Donc c'est un indicateur de 2. Et un niveau de rating sur ce restaurant de 3,5. Donc voilà un bon exemple. Donc si par exemple je veux récupérer les banques dans un rayon de 100 mètres, je vais devoir juste changer le type. Je vais dire, je veux les banques. Dans un rayon de 100 mètres, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une et c'est le CIC. Et c'est ouvert, non. Il ferme le midi, le CIC. Si je veux dans un rayon de 300 mètres, voilà, je vais avoir plusieurs banques qui vont être ouvertes, qui vont être autour de Proxiad. Donc voilà un bon exemple qui explique ce que c'est qu'une API. Sur un schéma, donc qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des utilisateurs là, qui vont interagir sur des applications, ça peut être des applications mobiles ou des applications web, qui vont appeler des API. Ces API vont appeler un back-end système. Là, ici, pour moi, c'était Google Maps, le back-end, qui allait lire de la donnée. Elle a certainement une base de données dans laquelle elle a toutes les places de partout et à remonter les données ici au back-end. Le back-end l'a renvoyé à l'API. Et moi, je me suis arrêté là. On l'a pas mis dans une application. Simplement, je l'ai
j'ai eu le format JSON de la réponse. Alors pourquoi les API? On en entend beaucoup parler. C'est vraiment ce qui nous permet de faire une séparation entre le front-end, donc tout ce qui est user interface, les applications mobiles, les applications web, et tout ce qui est back-end. Donc là, le back-end, en l'occurrence, tout à l'heure, c'était Google Maps. Donc l'API va être le contrat entre cette interface utilisateur et ce back-end. Et donc pour la même API, on va pouvoir avoir, imaginez, plusieurs applications qui vont réutiliser cette même API. Donc on a réellement une séparation du front-end et du back-end grâce aux API. Pourquoi les API? Parce que ça va vite et qu'on est dans un monde où il faut aller de plus en plus vite. Tout à l'heure, si on repense l'API Google Maps, on imagine bien une application, développer une application mobile sur lequel je vais avoir différents boutons. Je vais avoir un bouton restaurant, un bouton banque. Et en fait, si je clique sur le bouton restaurant, ça va m'afficher dans l'ordre du rating la liste des restaurants autour de moi. Donc un développeur d'application mobile, en utilisant cette API, va pouvoir rapidement développer cette application. Encore plus précisément que les Web API, je vais vous parler uniquement des API REST. Alors c'est un standard de fait depuis plusieurs années, 4 ans, 5 ans. Donc là, les API REST sont des API, des Web API, donc qui passent sur le réseau, mais qui utilisent le protocole HTTP. Donc il y a un protocole sur Internet qui est connu depuis très longtemps. Et donc le client va faire une requête à un serveur via le protocole HTTP et le serveur va lui répondre. Donc on est bien en mode synchrone, les API sont toujours synchrones. Donc le client va faire l'appel et le serveur va lui répondre. Donc les API REST vont utiliser le standard HTTP. C'est vrai aussi pour les verbes qui sont utilisés. Donc tout à l'heure, on récupérait la liste des restaurants, donc c'était un get sur le navigateur. Mais on peut aussi, on a aussi les verbes post qui vont permettre de créer. Donc on pourrait imaginer créer une place dans l'API Google Maps, un nouveau restaurant. Vont permettre de deleter, effacer une place. Donc là, il faut certainement des droits spécifiques pour pouvoir faire ces actions. Et d'autres verbes, mais en tout cas, on utilise tous les verbes standards du protocole HTTP. D'autres standards du protocole HTTP, on va utiliser les codes réponses. Sur un navigateur, tout le monde avait déjà eu une réponse 404, la page non trouvée. Donc ça va être dans ces erreurs-là, des erreurs client-serveur. En général, c'est qu'on s'est trompé d'URL, la plupart du temps. Donc tout ce qui est 200 quand l'API a répondu correctement. Donc j'ai répondu correctement à ta demande. Tout à l'heure, sur l'API Google Maps, j'ai reçu une 200. Via le navigateur, on ne le voit pas, mais si on va dans les paramétrages, on va pouvoir voir ce code réponse. Ou si on utilise des outils, on va pouvoir voir ce code réponse. Et des erreurs 500, tout ce qui est erreur côté serveur. Donc ça norme tous les codes de retour de l'API, et tout le monde utilise cela. L'autre avantage de l'API REST, c'est que c'est stateless. Donc stateless, ça veut dire que le serveur ne va conserver aucune information de session du client. Donc on imagine des clients pour Google Maps, il y en a des dizaines de millions, qui vont faire des requêtes, et donc jamais le serveur ne va conserver d'état. Donc ce qui fait la session va être gardée côté client. Le serveur ne va pas garder d'état de la session, ce qui fait qu'on va pouvoir plus facilement être scalable, donc rajouter des serveurs plus facilement pour pouvoir répondre à la hausse des demandes. Chaque requête est une entité bien distincte les unes des autres. Alors je vais finir par quelques bonnes pratiques. Donc les bonnes pratiques, c'est d'être compréhensible, c'est la première. Il faut être compréhensible. Là, l'API Google, en 2 minutes, on comprend comment elle fonctionne. Il faut pas longtemps. Donc le principal, c'est d'être facilement compréhensible. Alors dans les normes, c'est d'utiliser des noms au pluriel, d'utiliser des snake cases, d'utiliser une structure hiérarchique et d'utiliser pour la version de l'API dans le pass. On va voir des exemples là. Donc si je veux récupérer la liste des magasins, je vais appeler une API dans sa version 2 et je vais récupérer stores, donc un nom pluriel. Donc ça va me donner la liste des magasins. Ça va me renvoyer l'ensemble des magasins. Si je veux récupérer la liste des imprimantes du magasin 12, donc je vais utiliser la structure hiérarchique, je vais appeler la même API
qui donne des renseignements sur les magasins. Toujours en V2, j'appelle le stores, je précise je veux pour le stores 12 et je veux récupérer l'ensemble des imprimantes du magasin 12. Donc la norme, ça va être comme ça. Ça reste très compréhensible. D'autres conseils, c'est d'utiliser le filtre de ressources. Donc tout à l'heure dans l'API, on l'a utilisé pour dire je veux type restaurant. Ici, par exemple, si je veux récupérer les listes des magasins de France, je vais toujours appeler l'API, je vais appeler l'ensemble des stores et je vais rajouter un query param country égale FR. Donc comme ça, je vais récupérer la liste des magasins de France. D'autres conseils comme la représentation partielle pour ne pas remonter l'ensemble des champs. Si on veut gagner du temps réseau, on peut dire bah, tiens, remonte-moi que ces 3 informations-là sur le magasin. Voilà, donc je pense que j'ai fini avec les rappels sur les API. Donc je vais vous parler maintenant de l'API Management. C'est une définition que j'ai trouvée sur Wikipédia, qui me convient parfaitement. Donc l'API Management, c'est quoi? C'est un outil qui va permettre de gérer la publication, la promotion et la supervision des échanges de données au sein d'un environnement sécurisé. Donc concrètement, l'API Management va centraliser l'ensemble des API, pour ma part de chez Decathlon. Donc elles seront publiées à partir de cette API Management. Ils vont pouvoir la promouvoir et pouvoir superviser à un seul endroit l'ensemble des API. Donc chaque point, on va le détailler après dans la suite. Concrètement, l'API Management est découpé en deux principaux composants. Donc un premier composant qui est le portail. Donc le portail, c'est ce que je vais vous démontrer. Il y a une user interface, donc c'est facilement montrable. Sur ce portail, les personnes vont pouvoir aller publier leur API, vont pouvoir aller superviser leurs API pour voir combien il y a eu d'appels récemment, vont pouvoir gérer leurs clients, distribuer des clés. On a vu tout à l'heure les API qu'on a reçues. Donc ça va être fait via ce portail qui est une interface utilisateur. Et l'autre partie, un peu plus cachée, ça va être la gateway. Donc la gateway, ça va être une sorte de service proxy, ou une passerelle, c'est la définition. Donc l'ensemble des applications vont faire des demandes à la gateway, et la gateway, en fonction de la demande, soit va des fois dire bah non, t'as pas le droit de faire cette demande, va gérer des souscriptions, mais parfois elle va dire bah ok, je vais chercher cette API. Et cette autre application, elle a besoin de cette API. Donc les applications n'ont aucunement connaissance de l'ensemble des API. Eux, tout ce qu'ils connaissent, c'est toujours cette gateway. Je réinsiste dessus. Donc là, on voit un appel d'API sans API Management. Donc on a un client qui va faire une requête, qui va appeler un back-end avec une URL spécifique. Le serveur va mouliner et va lui répondre. Et donc s'il appelle une autre API, il va devoir utiliser un autre back-end. Et donc c'est un peu plus compliqué à utiliser. L'avantage de l'API Management, ça va être qu'on va rajouter une brique. On va rajouter cette brique au milieu. On a toujours le client qui fait une requête, il va recevoir une réponse. On a toujours le serveur, mais le client ne connaît plus le serveur. Donc cette URL-là, MyBackend, il la connaît pas. Il va tout le temps interagir via cette URL, donc api.society.com, et MyAPI. C'est via ce contextpath qu'on appelle, qui pourra sélectionner quelle API souhaite utiliser. Donc s'il veut appeler l'API 1, l'API 2, l'API 3, ça va être toujours sur ce second paramètre juste après le host. Cette gateway va faire plusieurs vérifications, donc va vérifier la clé. Tout à l'heure, j'ai pas fait l'exemple, mais si je me mets à une mauvaise clé, il va me dire bah non, t'as pas le droit d'utiliser cette API. Je te connais pas, tu n'as pas le droit. Donc la gateway va pas aller faire la requête au serveur, au back-end, on va simplement vérifier cette clé, bah non, ta clé est pas valide. Tiens, je te renvoie à 401, ta clé est pas valide. Cette gateway va aussi enregistrer. Tous les appels qui passent par elle vont être enregistrés, ce qui va nous permettre de superviser la plateforme. Et cette gateway peut faire certains traitements sur les requêtes avant d'appeler le serveur ou en retour avant de donner la réponse au client. Alors, quels sont les avantages de l'API Management? Donc, il y a un côté consumer dans l'API Management. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un côté consumer, c'est le client, et un côté publisher, c'est celui qui va publier des API. Toujours à la séparation front-end, back-end. Donc côté consumer, celui qui utilise. Donc lui, l'avantage, c'est qu'il va aller sur un portail dans lequel
l'accès à la data sera centralisé. C'est-à-dire qu'il va aller sur le portail, il va voir l'ensemble des API disponibles, et il va faire son marché, il va choisir, bah tiens, je vais utiliser cette API ou cette API. Le second avantage, c'est que tous les appels de toutes les API vont être homogénéisés. C'est-à-dire qu'on va appeler toutes les API de la même manière. On définit une norme, et toutes les API seront appelées de la même manière. Donc, c'est plus facile à utiliser des API. Le côté consumer va pouvoir suivre sa consommation en API. Une même application, tout à l'heure, avec Google Maps, il n'y avait qu'une seule API, mais on peut imaginer, il y a des applications complexes qui utilisent des dizaines d'API. Côté publisher, l'avantage, c'est donc que le publisher va pouvoir publier son API via le portail, via un clic, il va pouvoir dire, mon API est accessible sur Internet, ou mon API reste uniquement sur le réseau intranet Decathlon. Va pouvoir promouvoir son API, donc par exemple via la documentation, on va le voir plus en détail tout à l'heure, va pouvoir superviser la consommation de son API, on va le voir pareil en détail, et va pouvoir définir des quotas, va pouvoir dire cette application, moi je veux pas qu'elle fasse plus de 100 appels par jour, ou 1 million d'appels par jour. Et va pouvoir permettre de faire des transformations dans la requête ou dans la réponse. Voilà les principaux avantages. Une des clés du succès, donc actuellement sur le portail Decathlon, qu'on vous fera une démonstration, on a 273 API, ce qui est quand même beaucoup. Et donc on verra que sur chaque API a plusieurs services. C'est-à-dire qu'une API, c'est pas simplement, comme tout à l'heure c'était un exemple, une API va répondre à plusieurs services. Donc on a utilisé le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que chaque propriétaire d'API va être complètement autonome et va avoir tous les droits pour configurer, administrer son API via le portail. Seule la création d'API va continuer à passer par l'équipe API Management, mais une fois qu'on a créé l'API, il a tous les droits pour publier, gérer ses clients, gérer ses plans, on verra après comment on peut faire. L'équipe API Management reste uniquement là en support, en conseil, en formation, en audit. Voilà. Donc c'est vraiment des facteurs clés pour la réussite. On n'aurait pas pu gérer l'ensemble des API, il faut bien que chaque API soit responsable et essaie de promouvoir son API. Donc on utilise un open source régional qui est Gravity, et donc il y a David Brastley qui est dans la salle, que je remercie, qui est un des principaux fondateurs de cet outil. Donc si vous avez des questions et que je n'arrive pas à répondre, je pense qu'il pourra m'aider. On est très content de cet outil. Donc, on va faire une démo tout de suite. D'accord, une petite démo. Alors, on va faire une démo. Hop, ici. Donc, on va se retrouver, on va voir ici l'ensemble des API qui existent. Voilà, donc il y a plein d'API, il y a des petites vignettes. Si par exemple, je souhaite avoir des informations sur le produit, je vais taper Product et je vais retrouver toutes les API, je vais pouvoir lire un peu la description, s'il y a une API qui m'intéresse pour avoir des informations sur le produit. Ça peut être différentes informations. Si je veux récupérer les informations sur le prix, il est 100% en anglais le site. Je vais taper Price et je vais avoir l'ensemble des API qui vont me donner le prix. Si je veux des informations sur le stock, je vais avoir l'ensemble des informations sur le stock. Par exemple, ici, c'est le stock en entrepôt, et celle-là, ça va être le stock en magasin. Et celle-là, par exemple, ça va être pour mettre à jour le stock via un protocole RFID très utilisé chez Decathlon. Voilà. Alors, on arrive sur la documentation. Donc la documentation, c'est le facteur qui va rendre l'API utilisable. Une API sans documentation ne sert à rien. C'est-à-dire, ne sert si au développeur qui l'a développé, mais l'objectif, c'est que cette API soit utilisée. Avec une bonne documentation, sans documentation, il faut connaître le développeur qui l'a utilisé. Avec une bonne documentation, on n'est pas obligé de le connaître. Donc là, la personne qui a développé tout à l'heure l'API Google, je la connais pas. Et la documentation était très bien faite et j'ai vu comment utiliser cette API facilement. Sans documentation, une API ne sert à rien. Donc pour ça, nous avons défini des normes de publication afin de faciliter la recherche d'API. Donc on a eu plusieurs niveaux de lecture.
Donc on a vu les petites vignettes. Donc chaque API doit décrire succinctement via une phrase à quoi sert l'API. Ensuite une présentation générale. Ensuite un get started. L'objectif du get started, c'est de pouvoir faire le premier appel de l'API. Notre objectif, c'est de réduire le temps pour pouvoir faire le premier appel d'API. Sur la documentation, le publieur d'API va aussi présenter de manière détaillée les ressources les plus importantes. Il se dit, c'est lui qui connaît son API. Sur mon API, voilà, les principaux services sont ceux-là. Mon API, elle fait 10 choses, mais c'est ces deux-là qui sont utilisés à 90% et que la plupart des gens veulent utiliser. Donc, celle-là va les faire de manière détaillée. Va faire aussi une release note sur son API, voilà les évolutions qu'elle a eues, va faire une roadmap, voilà ce qu'elle prévoit de faire. Et très important, une page de support. Si mon API marche pas, comment tu peux faire pour me contacter et me dire que ça marche pas ou me détailler ton problème. Un autre document très important, c'est le Swagger. Donc le Swagger, ça va décrire de manière détaillée l'ensemble des services de l'API. Donc en général, le Swagger est créé en même temps qu'on compile le code. Donc c'est le code automatiquement qui va construire le Swagger. C'est ce qu'on conseille. C'est ce qui est fait souvent. Donc je vais vous donner un exemple. Par rapport à cette documentation. Donc j'ai choisi cette API, Practice Port Tracking Data. Donc c'est une API dont l'objectif, c'est à partir des montres connectées, donc des objets connectés, la personne va courir, va enregistrer une séance de sport. Et sur une montre, c'est pas très pratique de regarder le parcours qu'elle a fait, les informations. Donc en fait, va synchroniser cette montre via cette API, donc va créer ce qu'on appelle une activité qu'on va voir. Et après, via une autre application, ici une application mobile, on va récupérer l'activité et du coup, via une API de Google Maps et via les données qui viennent de la montre connectée, les coordonnées GPS du parcours, on va pouvoir afficher le petit schéma sur la droite. Donc je vais vous montrer la documentation de l'API qui fait ce service. Donc je reviens sur le portail, je vais rechercher Sport Tracking Data. Donc on va avoir une présentation succincte. L'objectif c'est d'aller plus loin. Donc on voit qu'on parle de montre connectée, on voit qu'on va parler de ça, c'est Decathlon Coach. On va aller plus loin, on va avoir un Get Started dans lequel il va dire qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir utiliser mon API, dans lequel il va expliquer comment faire le premier appel. Voilà. Il va détailler aussi, par exemple ici, ses ressources principales. Donc il y en a deux concrètement. C'est la montre va créer une activité dans sa base de données avec l'ensemble des coordonnées GPS de la montre. Et un deuxième qui va être je récupère ce parcours pour pouvoir l'afficher via une API Google Maps. Donc on va détailler en fait le post. Voilà, pour faire ce post, il faut appeler cette URL, il faut faire un post sur V2 Activities. Et il va falloir, comme c'est un post, renseigner l'ensemble de ces données à ce format. On va avoir une roadmap, comme on avait vu, va avoir un glossaire, ça j'en ai pas parlé, mais c'est très utile. Donc chaque API va avoir des mots-clés qu'elle utilise et ces mots doivent être compréhensibles par tout le monde. Par exemple, pour Google Maps, c'est les places, la notion de place. On va avoir une page de support. Donc là, vous allez voir qu'il y a même son numéro de téléphone, là, mais bon, c'est pas encore fait pour être en Open API, là. Va avoir un support de contact, une mailing list. Voilà. Et va avoir son Swagger. Donc le Swagger, ça va donner ça. Donc là, vous voyez qu'une API, ça va répondre à l'ensemble de ces services. Donc il y a 273 API, et chaque API répond à tous ces services. Donc on va retrouver ici, là c'est donne-moi la liste de toutes les activités. Si je clique, il va me détailler quels sont les paramètres que je peux ajouter, tous les query param. Un post pour dire, là je vais créer une activité, et là je vais récupérer une activité. Donc là j'ai bien parlé de l'API. Là derrière ici, c'est une application qui va utiliser l'API. Donc en fait, la montre va d'abord, via l'API, créer une activité, et l'application va la récupérer pour pouvoir l'afficher. On a bien une séparation. L'API, c'est ce qui est au milieu, qui va
s'occuper de sauvegarder la donnée pour l'utilisateur. Donc on va voir la gestion des plans. Alors la gestion des plans, tout à l'heure on disait que l'API, c'est ce qui fait le contrat entre l'application et le back-end. Plus précisément, en fait, une API va pouvoir avoir plusieurs plans, et c'est le plan qui va définir le contrat. Donc l'API va pouvoir définir ses plans, le plan ça va vraiment être lui qui va être le contrat entre le consumer et le publisher, va déterminer des règles d'autorisation, par exemple via ce plan, tu ne peux faire que des données par rapport à activities. Via ce plan, tu ne peux faire que 1000 appels par jour. On verra d'autres exemples. Ça permet aux publishers de gérer leurs consommateurs. Donc c'est via ces plans, ceux qui veulent consommer de l'API vont faire des demandes de souscription et le publisher va répondre, va accepter ou non cette demande de souscription. Et si elle accepte, l'API va lui, enfin via le portail, il va pouvoir obtenir sa clé, son API key, pour pouvoir utiliser l'API. Donc il y a deux types d'authentification sur les plans. Donc il y a un type d'authentification à partir d'API key, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Donc via une API key, il sait que c'est moi qui fais l'appel. Donc si je fais des millions d'appels, bah, il va me prélever sur ma carte bleue. Et un autre type, c'est le type OAuth 2, donc là où l'identification de l'application va être basée sur un token JWT. On verra un petit peu plus en détail, on va survoler tout à l'heure. Je vais vous faire une démonstration, toujours. Donc toujours pour cette même API, qu'est-ce qu'il a défini comme plan? Donc il a défini 3 plans. Il a défini un plan en read-only. Là, je ne peux faire que du get. Donc on imagine une application mobile qui veut juste afficher l'activity, le parcours GPS qui a été fait. C'est limité à 200 appels par minute, et il va avoir 2 autres plans. Celui-là un premium où il est limité à 3 millions d'appels par jour, et celui-là un intermédiaire dans lequel il va pouvoir certainement écrire, donc forcément créer des activités et les récupérer. Alors celui-là, si l'application va aller sur le portail et va cliquer sur « Je veux souscrire à ce plan », il est en auto-validation. Donc là, automatiquement, il va recevoir une API key. Pour Google Maps, c'est ça. Moi, j'ai fait la demande, donc j'ai pris le plan de base, et tout de suite, j'ai eu mon API key. Par contre, sur ces plans-là, où on peut faire des choses plus dangereuses, avoir des choses premium, donc par exemple pour créer des places ou dilater des places pour l'application Google, le propriétaire de l'API va devoir valider. Donc il y aura peut-être un échange entre le consommateur, l'API, pour accepter ou refuser cette souscription. Je reviens. Donc comment en arriver à un portail où l'ensemble des API ou la majorité des API respectent ce standard de publication. Donc pour pousser à ça, on a fait des API Challenge. Donc on avait des objectifs. Nos objectifs, c'était sur le portail, que les API soient faciles à trouver. Si je tape stock, j'ai les API de stock. Soient faciles à implémenter, qu'on puisse les utiliser facilement. Donc il faut que la documentation explique comment j'utilise l'API, quels sont ses paramètres. Tout à l'heure, le type égale restaurant, on peut pas l'inventer. Il faut qu'il y ait une documentation qui nous le décrive. Il faut que les plans soient clairement détaillés. Si j'ai un plan read-only, un plan... Il faut que le support aussi soit clairement détaillé. Donc on avait ces 4 objectifs. Certains sont allés beaucoup plus loin. Donc on a établi un standard de publication. Puis on a noté, on a fait comme à l'école, sur chaque critère, on a noté toutes les API. On l'a fait 2 fois, une première fois en 2018 et en 2019, et donc on a joué sur l'esprit de compétition, et on est chez Decathlon, donc c'est des sportifs, et l'esprit de compétition a marché. Donc il y avait des classements qu'on rendait publics en disant, il y en a qui avaient 5 sur 20, il y en avait qui ont eu 20 sur 20. Et voilà, donc grâce à ça, au moins la majorité ont respecté ce standard, et les autres sont quasi obligés. C'est-à-dire que maintenant, à partir du principe où une moitié d'API respectent ce standard, les autres sont quasi obligés de suivre si elles veulent être utilisées, sinon elles ne seront pas utilisées et elles vont disparaître. Ce sera d'autres qui prendront la place. Donc, on a vu comment on pouvait promouvoir son API, maintenant on va voir comment on peut superviser. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de faire une démo. Donc sur cette démo, maintenant on va aller
pour superviser l'ensemble des API. Donc, je vais sur un dashboard, je suis sur un jour, donc je suis en production. Comme je suis administrateur, je vais voir l'ensemble des appels à travers les gateways en production, en temps réel. Donc, on va voir que sur une journée, il y a 210 API différentes qui ont été appelées. Celle qui a été le plus appelée, c'est Master Data, a été appelée 8 millions de fois. Ensuite, une API qui renvoyait le prix 5 millions de fois, tout ça sur 24 heures. Le stock 2 millions de fois, et voilà, on peut aller ainsi de suite. Là, on va retrouver les applications. Donc, c'est les applications qui, elles, consomment de l'API. Donc, on va voir qu'il y a une application quand même primordiale, Cubinstore, qui va consommer 20 millions d'appels. Ensuite, il y en a d'autres. Il y a eu 363 applications. Donc, on a bien, ça c'est un bon critère, c'est-à-dire on a bien plus d'applications qui utilisent les mêmes API. Une API est faite pour être réutilisée par plusieurs applications. Si on a du 1 pour 1, l'intérêt, c'est qu'une API soit utilisée par plusieurs applications. On va voir ici la répartition. Donc, en fait, tout à l'heure, c'était simplifié. On a des gateways qui sont en Europe, on a des gateways qui sont en Chine, on a des gateways qui sont en Inde. Donc, on voit pour l'instant, Decathlon fait surtout un trafic encore en Europe. On va voir ici le top fail d'API. Donc, les API qui ont fait le plus de retours 500, attention, c'est toi, la store price, 22 000. Mais si on compare, ok, il a eu 22 000 erreurs 500 sur 5 millions. Ça reste un petit pourcentage, c'est acceptable. Il y aura d'autres informations. Donc, on va retrouver ici une information importante. Quel host a été utilisé? Donc, on va voir que 35 millions des appels ont été utilisés avec ce host. Donc, on est des appels via Internet. 9 millions, donc vraiment une minorité, qui sont appelés en réseau interne Decathlon. Ici, pour la Chine, sur le réseau Internet, 2 millions. Donc voilà, on va savoir quel host a été utilisé et donc on déduit quel gateway a été utilisé. On va voir une courbe du temps. On va voir, en bleu ici, c'est les 200, donc il y a d'autres. Bon, tout se passe bien. La grosse majorité des appels sont des 200. Bon, on voit que la nuit, il y a un creux, il y a moins d'appels. Il y a un décalage horaire avec la Chine et l'Inde, mais pour l'instant, il y a plus d'appels en Europe. Donc, quand on le prend au global, on voit que l'Europe l'emporte et que la nuit, il y a moins d'appels. Et on va voir un temps de réponse qui va être constant, qui va être assez bas. Là, le temps de réponse moyen, donc sur toutes les API, le temps de réponse, voilà, 140, on est en 140 millisecondes, et il reste quasi constant tout le temps. Là, je supervise au global. Mais en fait, l'API, on va revoir sur l'API tout à l'heure, Tracking Sport, Tracking Data, va pouvoir, elle, suivre son trafic. Donc, va aller sur son API, va suivre son trafic toujours sur une journée. Donc là, comme je suis dans l'API, je suis owner de cette API Tracking Data, et va faire une petite analyse, comment se passe mon trafic. Va voir qu'il y a Decathlon Coach, c'est une application qui permet de visualiser le trafic. Sur Android, il y a eu 700 000 appels, il y a plus d'Android que d'iOS. MyGeoNote Connect, c'est les montres connectées, 108 000 appels. L'ensemble de son trafic est en Europe. On va voir la répartition. Donc tout va bien, il a 90% de réponses 200 et des réponses 400. Donc des réponses 400, c'est souvent le client qui se trompe dans la requête, pas toujours. Donc on va voir quels sont les plans. Tout à l'heure, on a vu que cette API avait 3 plans. Le read-only, il est quasi pas utilisé. De toute façon, on peut pas faire beaucoup d'appels, mais c'est juste pour faire un test, on va dire, ok, ça marche, après, je veux avoir un plan mieux. Donc, la majorité de ces appels se font via le plan premium, ici. On va voir l'ensemble le détail de ces passes. Donc, on va voir tous ces passes qui sont utilisés. Donc, il va savoir quels sont les services. L'API, on avait vu qu'elle avait une 50aine de services. Quels sont mes services les plus utilisés. On va pouvoir avoir des statistiques sur d'où proviennent les appels. Donc, il va voir que les appels proviennent majoritairement de la France, mais aussi de l'Irlande, de l'Italie, de Spain. Donc, il y a 124 pays différents. Va pouvoir voir le host utilisé. Donc, lui, il est 100% sur Internet. Donc, son API est accessible 100% sur Internet. Les montres connectées, elles sont pas sur le réseau Decathlon. Chacun a sa montre connectée chez lui. Donc, il faut être sur le réseau Internet. Et va pouvoir avoir, lui, ses temps de réponse. Donc, voilà l'évolution de son trafic. Toujours comme il est en Europe, le journée, il y a plus d'appels que la nuit. Et il a un temps de réponse moyen entre 100 et 250 millisecondes. Donc, voilà comment ils vont superviser leur API.
Alors, je vais vous parler un peu de sécurité des API. Tout à l'heure, on a survolé OAuth 2. Donc, au niveau de la sécurité, on préconise l'ensemble de notre trafic est en HTTPS et on préconise l'utilisation de l'OAuth 2. On va voir un petit schéma qui va pouvoir expliquer rapidement. Donc, l'OAuth 2, le consumer, donc l'application, va aller appeler un serveur d'autorisation pour que le user qui utilise l'application s'authentifie. Le serveur d'autorisation va lui renvoyer un token, par le token JWT, JSON Web Token. Cette application va garder en mémoire ce token, qui a une durée de vie limitée. Chez Decathlon, c'est 2 heures par défaut. Donc, à chaque appel d'API, ne va pas rappeler le serveur d'autorisation. C'est tant que le token est valide, elle va le garder en mémoire, l'application. Va pouvoir appeler l'API management on va rajouter un header dans lequel elle va insérer ce token. L'API management va vérifier ce token, donc elle a une clé qui est publique, elle va décompresser, elle va vérifier la signature, et va vérifier si la date de validité n'est pas atteinte. S'il y a un problème, on va pas appeler le back-end, l'API management va répondre 401, t'as pas le droit d'utiliser ça. Si c'est bon, hop, on appelle le provider. Donc c'est l'API management qui va permettre d'homogénéiser aussi la sécurité des API. Alors ici, vous pouvez voir une évolution du trafic de notre plateforme pour Decathlon. Donc on a commencé à mesurer les chiffres en octobre 2017. Donc on était à 30 millions d'appels par semaine. On mesure comme ça, on tourne le nombre de millions d'appels par semaine. Donc on a passé la barre des 100 millions en juillet 2018, 200 millions, 300 millions. Et donc là, on atteint 400 millions. Donc on a vraiment un trafic qui explose. On prévoit que ça grossisse encore. Donc on adapte notre infrastructure en conséquence de la volumétrie qui augmente. Un dernier point sur l'API management, c'est au niveau de la monétisation. On a vu tout à l'heure sur Google Maps, pour avoir une clé, j'ai dû donner ma carte bancaire. Ici, on est dans un monde d'entreprise, c'est Decathlon, donc il y a quand même une monétisation entre les différentes équipes. Donc le choix qui a été fait, c'est qu'on va faire payer les publieurs d'API. Donc c'est les publieurs d'API qui, en fonction de leur consommation, vont payer notre coût d'infrastructure et notre coût humain au prorata de leur consommation. Après, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, pour leur API, de faire payer au prorata de consommation leurs clients. Et nous, on ne fait pas payer les clients qui utilisent notre plateforme, on fait payer les publieurs d'API qui utilisent notre plateforme pour promouvoir leurs API. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.